Bonjour, je suis Nicolas Madeleine, je suis journaliste aux Échos. Merci d'être venu. Donc nous allons parler Webtoon. Est-ce que ce format de bande dessinée représente le nouveau manga? Alors j'ai le plaisir d'accueillir Elsa Lafont des éditions Michel Lafon. De droite à gauche pour vous, Elsa Lafont des éditions Michel Lafon. Young-Rae Kim, le patron de Picoma Europe, Picoma étant la maison mère, une des deux sociétés coréennes leaders sur le format du Webtoon. Émilie Coudra, responsable du développement Webtoon chez Naver France, Naver étant une autre société coréenne très forte sur le Webtoon, et Didier Borg, juste à ma gauche, qui est le créateur de Dailytoon, un pionnier du Webtoon en France, puisqu'il avait démarré en 2011, c'est ça, je crois, et qui est maintenant conseiller en stratégie d'édition numérique. Voilà. Alors, j'ai envie quand même de... Je ne sais pas si tout le monde est à niveau sur le Webtoon dans la salle, donc j'aimerais commencer par une question large. Qu'est-ce que c'est? Et puis, on sait tous, beaucoup savent que c'est un format qui est très répandu en Corée. J'aimerais savoir ce que ça représente là-bas quand même, et puisque c'est ce modèle qu'on essaye d'exporter ailleurs. Alors, peut-être qu'on peut commencer par Didier Borg, honneur aux pionniers. Merci. Alors, qu'est-ce que ça représente en Corée? Je pense qu'aujourd'hui, on doit être à pas loin de 100% de consommation. C'est-à-dire que tout le monde, aujourd'hui, du Webtoon, quelles que soient les générations, c'est un phénomène qui est, depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années, grandissant, grossissant sur l'ensemble du territoire et qui touche toutes les générations et toutes les couches de la population. Donc, historiquement, je dirais que la bande dessinée telle qu'on la connaît n'existe quasiment pas en Corée du Sud. Donc finalement, le Webtoon remplace en une fois tout un historique de 100 ans sur une évolution qui aurait pu être celle de la bande dessinée du papier jusqu'au digital. D'accord. Et comment ça se présente même c'est un format qu'on scrolle sur les smartphones. Est-ce que ça se lit ailleurs que sur un smartphone? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est concrètement? Qu'est-ce que c'est? C'est une bande dessinée, de fait, mais verticale, qui se déroule. Donc on a ce geste qu'on fait tous sur le smartphone pour lire des fils d'information ou autres. Eh bien, c'est la même chose. Donc on déroule une bande verticalement de haut en bas. Historiquement, c'était fait pour les ordinateurs parce qu'on n'avait que ça, et puis les smartphones sont arrivés et ça s'est transféré très naturellement sur les smartphones. Et donc, ce geste est naturel. Le smartphone est un lieu d'accueil absolument évident pour ce format. D'accord. Et c'est la même chose que pour la bande dessinée? Il y a un dessinateur, un scénariste qui s'associe ou c'est comment Alors là, on aborde la question de la production. La bande dessinée, classiquement, on la connaît avec un auteur, un scénariste. Là-bas, on est plutôt sur des logiques de studio, donc plusieurs auteurs, peut-être plusieurs scénaristes, ça dépend. Parce qu'on est sur des délais de production qui sont extrêmement importants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Webtoon, c'est au-delà du format et de son mode d'exposition, c'est une consommation très régulière avec des principes d'épisodes. Donc généralement un épisode par semaine pour chacune des séries, des centaines de séries disponibles en permanence. Donc ça fait quand même énormément de choses à produire. Et les productions de Webtoon se font aujourd'hui dans des studios principalement. Donc des studios qui accueillent, comme dans les métiers d'animation pour ceux qui connaissent, des gens qui vont faire du storyboard, des gens qui vont faire de l'ancrage, donc le trait noir, d'autres qui vont faire de la couleur, d'autres qui vont faire parfois les décors, etc. D'accord. Et il y a une sorte de writing room alors pour élaborer les fictions. En réalité, on n'a pas un format de production uniforme. On a des studios, et c'est un peu comme à Hollywood, c'est-à-dire qu'on a des studios qui sont plus gros que d'autres, et puis on a des auteurs artisanaux qui travaillent dans leur petit garage, entre guillemets, et qui font leur travail très solitaire. D'accord. Young-Rae, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur la définition du format et ce que ça représente en Corée, et présenter peut-être un peu Picoma? Oui, concernant le Webtoon et le format, donc le format existe depuis début des années 2010, voire un petit peu avant, mais en tout cas sous la forme actuelle, ça commence vers les années 2010. Et le marché actuellement en Corée, en tout cas quand on regarde seulement le marché coréen, représente à peu près 700 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, essentiellement sur le numérique.
Et ce que l'on peut voir, en tout cas, sur ce marché-là, c'est que sur la période récente et sur, on va dire, les 4-5 ans auparavant qu'on a pu connaître, il y a eu plusieurs plateformes de webtoon notamment qui se sont démarquées sur le marché. Notamment Picoma est un cas un petit peu particulier car Picoma est au Japon, mais en tout cas des plateformes détenues par Kakao et Naver sur les différents territoires et notamment la Corée du Sud, et avec une expansion au niveau du monde et au niveau de l'international, que ce soit au Japon ou à l'étranger. Et en France, on va en parler, je pense, qui s'est accélérée depuis 2-3 ans. D'accord. Au total, c'est un marché de 1 milliard, donc il y a 750 millions en Corée, 250 millions ailleurs, grosso modo. Alors, quand je parle de 700 millions, c'est seulement en Corée. C'est ça. Seulement en Corée. Le marché japonais est équivalent, voire supérieur au niveau du webtoon actuellement. Ah oui. Et quand on rajoute les autres pays, par exemple les États-Unis ou autres, ça doit largement dépasser le milliard, largement. D'accord, ok. Alors, j'aimerais savoir, et chacun est libre de prendre la parole, comment le modèle économique du webtoon fonctionne. Quelle est la relation au lecteur? Comment le lecteur rémunère les auteurs et comment ça évolue? Vers quel modèle est-ce qu'on va? Est-ce que, je sais pas, Émilie ou... Oui, je vais bien intervenir. Ouais. Donc, effectivement, moi, je m'appelle Émilie. Je travaille pour l'application Webtoon, donc gérée par le groupe Naver France, qui est effectivement un gros acteur tech coréen. Alors, je pense que chacune des plateformes qui, effectivement, opèrent des Webtoons a un business model bien à lui. Alors, chez nous, effectivement, on a une ADN très très forte qui est de dire que le contenu doit rester effectivement accessible au plus grand nombre. Donc vous allez effectivement trouver, on va dire, près de 100% de notre contenu gratuit, accessible gratuitement en fait pour les lecteurs. Maintenant, comment on fonctionne? Évidemment qu'on gagne un peu d'argent. Donc on a ce qu'on appelle nous un système de fast pass en fait pour les vrais fans de nos séries, puisqu'on appelle ça des séries. Ils vont pouvoir en fait débloquer des épisodes en avance pour ne pas attendre. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'effectivement... le webtoon, c'est effectivement une BD qui se scrolle verticalement sur un téléphone portable, mais c'est aussi l'idée de sérialiser une histoire. Donc en fait, les épisodes d'un titre, d'une série, on va les retrouver toutes les semaines. Toutes les semaines, on va avoir un nouvel épisode de l'histoire. Donc c'est aussi ça, webtoon, c'est la sérialisation de l'histoire. Ouais. Donc c'est très important parce qu'évidemment, dans la narration, ça change beaucoup de choses, avec notamment beaucoup d'événements, de cliffhangers, etc., de rebondissements. Ça finit au bout de combien de semaines en général, ou ça finit jamais? Ça dépend des séries. Ça peut ne jamais finir. Il y a des séries qui durent depuis des années et qui continuent encore. Et puis il y a des séries qui vont faire une saison, parce qu'on parle de saison aussi. Et une saison peut faire 52 épisodes. Donc sur un an, effectivement, c'est un épisode toutes les semaines. C'est ça un peu l'idée en fait de cette sérialisation. Mais une saison peut faire également 20-30 épisodes et puis continuer. Et la plus longue, elle dure depuis combien depuis 2010? 14 ans. 14 ans, je voulais donner cette information parce que j'ai lu ça. Non, parce qu'il y a une exposition en ce moment au Victor and Albert Museum sur le Hallyu à Londres et il y a aussi le record de longévité webtoon, c'est 14 ans, donc je voulais partager cette info. D'accord, c'est peut-être moins long que Plus belle la vie, mais presque. Et pour finir quand même sur le business model, effectivement, il y a ces fast pass. Si je ne peux pas attendre l'épisode gratuit de la semaine prochaine, je vais acheter un épisode à débloquer. Et puis on a surtout le modèle chez nous. Il faut bien se dire que l'ambition, c'est surtout de créer des licences, des propriétés intellectuelles, c'est-à-dire qu'une série, on a envie, nous, qu'elle sorte de l'application Webtoon et qu'elle devienne effectivement un jeu vidéo, une série télévisée, un livre. Enfin, c'est l'idée de faire vivre au-delà du format Webtoon pour que les artistes puissent évidemment vivre un peu plus largement de leur création. C'est en tout cas l'ambition. Et donc, le marché va au-delà même, effectivement, du Webtoon sur on reparlera des diversifications, mais je crois qu'il y a aussi des systèmes de coins, c'est ça? Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Comment ça fonctionne? Alors, et est-ce que c'est un mode de rémunération qui croît? Picoma a un modèle un petit peu différent, on va dire, de Naver, dans la mesure où on se base principalement sur le modèle du freemium, qui s'inspire notamment du modèle existant depuis une dizaine d'années dans le monde des jeux mobiles. Tout le monde connaît Candy Crush avec beaucoup de niveaux et on peut jouer gratuitement jusqu'à un moment où on nous dit soit vous attendez,
soit vous achetez notamment des cœurs pour continuer à jouer. C'est là qu'intervient le modèle de Picoma. Donc, au lieu d'acheter des cœurs, on a des coins, on achète des packs de coins que l'on dépense sur les épisodes, comme sur les niveaux de Candy Crush, typiquement. Et c'est un modèle qui a fait ses preuves dans tous les cas, dans les jeux mobiles notamment, et qui semble, en tout cas chez nous, faire preuve également, que ce soit au Japon, en Corée ou en France, sur le modèle de coin qui se base en fait sur des partages de droits. Donc sur des achats. D'accord. Et chez Michel Lafon, Alors, Michel Lafon n'est pas un éditeur digital, donc n'a pas une plateforme digitale, donc c'est pas du tout la même consommation. D'accord. Nous, c'est un modèle plus traditionnel où on vend des livres, voilà, tout simplement. Donc, vient un libraire avec un prix moyen de 15 €, 14,95 €, et D'accord. C'est ainsi que notre business model repose sur ça. Et c'est aussi un des revenus possible pour les plateformes Never ou Picoma, parce que le modèle payant en ligne n'est pas aussi répandu qu'en Corée, n'est pas aussi populaire aussi, n'est pas aussi lucratif en France, ça ne marche pas aussi bien sur ce modèle-là. Donc l'édition est un revenu important dont aujourd'hui les plateformes tiennent compte pour leur business model. Vous êtes un débouché, diversification des formats Webtoon. Ok, d'accord. Et quel est le mode de rémunération le plus répandu et le plus en croissance? Peut-être Didier Borg, vous pouvez répondre. En fait, le mode de rémunération, il est, comme l'a dit déjà Yone, il fonctionne au travers des plateformes, c'est-à-dire qu'il y a un partage de revenus qui finalement revient à un taux de droit tout à fait classique, comme on peut l'avoir dans l'édition. Sauf que je dirais que les ratios ne sont pas les mêmes, mais on partage, la plateforme gagne son argent avec cette fameuse monnaie virtuelle. Et sur la marge dégagée, elle va appliquer un taux de droit qui est contrat par contrat négocié sur chacun des titres. Ouais. Et est-ce que j'ai vu qu'il y avait déjà un sujet concernant le prix unique du livre, en fait, avec l'instabilité des coins. Est-ce que c'est un sujet important déjà, où le marché naissant se structure, donc c'est pas encore vraiment un problème, mais ça peut le devenir. Est-ce que quelqu'un veut commenter là-dessus? Je prends une parole neutre. Oui. Allez-y. Je pense que c'est un mauvais sujet. Je vais être assez simple là-dessus. Effectivement, c'est un marché naissant, mais ce n'est même pas la question. Est-ce qu'on est dans le livre? Le Webtoon n'est pas un livre. Alors, pardon pour Elsa Lafon, ça peut devenir un livre, mais ça n'est pas prévu pour être un livre à l'origine. Donc, vouloir appliquer par obligation une loi qui a été faite pour protéger des librairies sur base d'un contenu qui était la protection du prix du livre, pardon, c'est d'abord protéger les petits libraires face à des grandes industries de distribution. On n'y est pas du tout. Donc je crois qu'on a d'abord un nouvel espace de création, de consommation qui se crée, qui ne s'appelle pas le livre. Les gens qui produisent du Webtoon ne sont pas des éditeurs au sens premier du terme, ce sont des producteurs de contenu. Donc je pense que les mots sont importants pour expliquer le marché. Donc, vouloir imposer la logique du prix unique du livre, loi de 80, révisée 2011, sur le Webtoon, est à mon sens tout de suite, là, maintenant, une erreur. Et nous n'avons pas la preuve, je pense même que c'est le contraire, que le Webtoon vient embêter les libraires, étant donné que là, pour le coup, Elsa en est témoin. Ça amène de nouveaux livres à vendre, donc ça veut dire qu'il y a d'autres livres qui se vendent et donc d'autres marges qui se font pour les libraires. Qu'est-ce que vous en pensez, Elsa ? Je le rejoins totalement. Le Webtoon n'est pas un livre. D'ailleurs, il y a très peu de Webtoons qui sont adaptés en livre physique, selon leur notoriété, selon aussi leur arc narratif, la qualité des dessins, etc. Et puis, il y a une adaptation qui est faite aussi pour le passage en livre. Donc, avec des studios graphiques, il y a un travail pour que ça devienne aussi un livre, mais c'est pas conçu pour être un livre. C'est un autre genre sur une autre plateforme. Donc, les adaptations sont possibles, mais c'est pas comme les adaptations audiovisuelles sont aussi possibles. Ça demande un autre travail d'adaptation. Donc, oui, je rejoins totalement Didier Borg. Mais quelles sont les forces politiques en action? Est-ce que ça a une chance de
d'aboutir, est-ce que l'idée du prix unique du livre pourrait contraindre les opérateurs de Webtoon, ou c'est une idée comme ça jetée par une partie minoritaire de la profession? Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il y a des projets de loi, de règlement? On sait que le médiateur du livre s'est auto-saisi du sujet, ce qui est son droit le plus strict, et il a sans doute raison de se poser la question. Mais je crois savoir, et je lui ai moi-même parlé, que voilà, la question elle a été posée et la réponse va être rapidement trouvée. D'accord. Tous les acteurs du Webtoon, je pense, effectivement, qui opèrent aujourd'hui en France, ont eu des entretiens avec le médiateur. On est en discussion, on est tout à fait ouvert, effectivement, à envisager toutes les options possibles. Mais c'est vrai que, très bêtement, le Webtoon n'est pas un livre. Le Webtoon est originellement et effectivement une production digitale. Le livre vient a posteriori, on n'entre pas dans ce cadre. C'est ce qui en ressort, en tout cas, dans des premières discussions. On reste de toute façon, je pense, tous globalement très ouverts à la structuration du marché et à surtout, effectivement, travailler ensemble. Et je ne crois pas qu'on soit en confrontation. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on le vit au quotidien chez Webtoon. On n'est pas en confrontation avec les libraires, ni avec le marché du livre, ni avec le marché du manga. Au contraire, je pense qu'on ouvre une nouvelle sorte d'économie, d'industrie, en tout cas un nouveau marché, même pour les maisons d'édition et les libraires en premier lieu. J'imagine qu'il y a une crainte que ce soit l'avenir de la BD et que ça élimine le format papier et qu'il y a un problème à ce moment-là. Pas vraiment. Et en plus, je pense que c'est ce qui a d'ailleurs étonné mes collaborateurs coréens quand ils ont vu l'engouement des maisons d'édition et des lecteurs, surtout pour les webtoons qui sont effectivement devenus des livres. Le marché du livre chez nous n'est définitivement pas mort. Il ne le sera pas avant... Ouais. Même jamais, sans doute, je ne sais pas. Il y a une espèce d'affection effectivement assez forte des Français, je dirais / européens pour le livre. Et puis il y a un cycle de vie, de goût en fait des BD, je dirais BD, comics, manga, webtoon dans les publics. Il y a des lectorats effectivement plus jeunes pour des BD, et puis tout à coup on arrive effectivement vers le manga. Enfin tout ça fait un cercle plutôt vertueux et personne ne vient phagocyter le marché de l'autre. C'est plutôt, je dirais, d'autres façons de s'intéresser. Certains rentrent par la BD, sans doute par le webtoon et inversement. Voilà, il n'y a pas de querelle ou d'empiètement et on ne signe pas la fin du livre, loin de là. D'accord. J'ai oublié de préciser à la salle que si vous voulez poser... Il y aura une séance de questions-réponses à la fin, mais si vous voulez poser des questions au fil de l'eau, vous êtes bienvenus, vous levez la main. Ah ben, allez-y. Est-ce que vous avez un panorama des utilisateurs de Webtoon en France? De savoir un peu qui c'est, les âges, Nous, on en a un, évidemment, sur notre plateforme. En général, effectivement, on est plutôt sur une cible, sur un lectorat qui a entre, on va dire, vraiment le lectorat principal, entre 18 et 25 ans. Ça commence bien plus jeune et ça continue bien après 25 ans, évidemment, mais on va dire qu'on a un cœur de lectorat qui est 18-25 ans, plutôt équilibré en termes de genre, aussi bien masculin que féminin, même si on connaît effectivement le webtoon en premier lieu, en tout cas, par le contenu romance, drama, qui effectivement a été le premier un petit peu à adresser... Enfin, c'est le premier contenu qu'on a un peu délivré sur les plateformes de webtoon, et c'est effectivement le premier lectorat plutôt féminin qui a trouvé chaussure à son pied via le webtoon. Mais maintenant, c'est un mélange des genres total, et puis on est vraiment sur des genres très lissés, quoi. Chez Picoma, on constate à peu près le même constat au niveau du lectorat actuel. Ça commence vers 18 ans à peu près, ça va vers 25 ans, voire au-delà, 34, 40 par exemple. Lectorat très équilibré également en termes de genre. Donc on retrouve à la fois de la romance fantasy ou des dramas, mais également de l'action notamment. Typiquement sur des licences comme Solo Leveling qui existent et qui a été publié en France en papier également et qui a un lectorat équilibré, mais on va dire un petit peu plus tiré vers les hommes que vers les femmes, du fait du genre.
Et au niveau mondial, quel est le genre le plus représenté dans les webtoons? C'est l'action, la romance? Alors, au niveau mondial, en tout cas chez Picoma... J'imagine donc avec le poids de la Corée prépondérant. Chez Picoma et chez Kakao en Corée, ce que l'on observe, c'est que c'est relativement équilibré. Bon, il y a beaucoup de romance, mais il y a également beaucoup d'action. Un petit peu moins de drame et un petit peu moins d'horreur, par exemple, puisque le lectorat est moindre. Mais en tout cas, c'est relativement équilibré. Il n'y a pas de genre prépondérant, c'est-à-dire qui pourrait écraser tous les autres genres. Ok. Et à ce sujet, ça me conduit à poser directement la question de est-ce que, comme le manga, c'est un genre qui, quand il s'exporte, procède surtout par traduction des franchises coréennes, ou est-ce qu'on développe des auteurs maison? Est-ce qu'on développe des auteurs français? J'ai vu qu'il y a un grand succès qui s'appelle Lore Olympus, qui est fait par une écrivaine australienne, je crois. Néo-zélandaise, ouais, presque. Et donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se passe? Est-ce qu'on développe des auteurs locaux, et en particulier donc en France? Je veux bien faire un début de réponse. Alors, évidemment, quand on lance une nouvelle région, un nouveau pays comme la France, par exemple, la première chose qu'on fait, c'est évidemment d'adapter les succès coréens et américains, parce que pour le coup, Lore Olympus, effectivement, la créatrice est néo-zélandaise, mais elle a émergé effectivement sur la plateforme Webtoon US, États-Unis, américaine. Donc on va adapter évidemment les séries qui fonctionnent bien à l'étranger, comme ça on se crée un catalogue rapidement, localement sur le marché. Et puis, alors c'est le cas de Webtoon chez Never, effectivement on va très vite chercher de la création française. Donc aujourd'hui, nous sur notre catalogue qui fait je pense plus de 400 titres, on a à peu près plus de 80 créateurs français. Donc on espère évidemment accélérer un peu, on va dire, le ratio un peu inversé. Mais voilà, en tout cas, en 3 ans de présence, on a déjà plus de 80 créateurs. Il y a une création quand même à éduquer, évidemment, aussi à ce nouveau format, à cette nouvelle narration. Mais voilà, comment on procède, en tout cas chez nous, c'est effectivement tout de suite, pour avoir un catalogue prêt rapidement, d'adapter des licences étrangères, donner l'exemple aussi à la création locale pour voir un petit peu ce qui fait mouche, et puis aller chercher des jeunes talents. On a une créatrice en commun, d'ailleurs, une Française qu'on a publiée, Daisy, qui a publié une série qui s'appelle My Lovely Bodyguard. Et c'est un exemple assez intéressant d'une Française qui vit d'ailleurs à Dunkerque, qui a un studio au Japon, qui est mariée d'ailleurs à un Japonais, qui est fan de culture asiatique et qui a créé cette romance qui connaît un vif succès sur Never et qu'on a adapté en livre. Ouais, Daisy avec My Lovely Bodyguard, c'est une de nos premières créatrices françaises, et c'est un des titres français, voire même qui fonctionne le mieux aujourd'hui sur la plateforme. Et effectivement, Daisy a presque créé un petit studio et elle crée beaucoup de webtoons. Et... Oui, j'avais juste une question. Je vous en prie. Pour rebondir, excusez-moi. Les créateurs justement français qui se mettent à faire des webtoons, est-ce que c'est au départ des auteurs de BD ou c'est des gens qui viennent à ce format pour ce format? Il y a beaucoup de profils différents, mais le profil principal de nos créateurs, c'est vraiment un très jeune créateur, souvent même encore à l'école, qui est déjà intéressé par le webtoon, qui connaissait déjà le webtoon, notamment via la plateforme américaine. Parfois même certains qui sont passionnés de la culture coréenne lisaient, parce qu'ils pratiquaient un peu le coréen, lisaient sur la plateforme coréenne. Donc en général, ils connaissent déjà un peu les codes du webtoon et arrivent souvent directement par le webtoon. Maintenant, évidemment, on a des créateurs qui arrivent du manga, qui arrivent de la BD, de l'animation aussi énormément, parce qu'effectivement, le webtoon, c'est aussi, si vous l'essayez, ou si vous l'avez déjà essayé, il y a un peu cette idée de scroller aussi un storyboard un peu de film. Donc effectivement, comme le disait Didier, les écoles d'animation, je ne sais pas si tu l'as dit là, mais c'était entre nous, je confonds, les écoles d'animation sont des vrais viviers en fait, de futurs créateurs webtoon aussi. Donc voilà. Mais ceci, je pense que parler de création, c'est bien, mais il faut aussi parler d'économie. C'est-à-dire que la réalité économique d'un auteur francophone du webtoon, c'est 0.
C'est la question que je voulais poser. En fait, est-ce que le webtoon peut intéresser des auteurs de BD classiques parce que la rémunération grimpe ou est pas mal est-ce qu'on pourra avoir un Astérix un jour en webtoon Astérix, je ne sais pas, parce que c'est une vieille licence. Mais je crois qu'il faut poser la question différemment. On a un marché. Voilà, on a un marché qui se crée avec un nouveau format, qui est le webtoon, avec des plateformes. Donc c'est une autre économie, c'est un autre modèle. Et c'est pas parce qu'on fait des dessins, qu'on les met dans une bande qui se déroule, qu'on fait du webtoon. Donc il y a ce phénomène un peu d'auto-persuasion qui fait que de nombreux auteurs, et tant mieux, vont tester ce marché, n'y trouvent pas encore de l'économie. Ils pourraient être déçus et se dire « Ah ben finalement, il n'y a pas d'économie là-dedans, je préfère aller voir un éditeur, vendre un bouquin, puis 2, puis 3. Parce que ça, au moins, je sais comment faire. » Mais la réalité, c'est que sur ce marché naissance, si on n'intervient pas aujourd'hui à la source avec des logiques de formation des auteurs, et former, ce n'est pas seulement former à dessiner, c'est former à comprendre l'économie du système, ben, ça veut dire que ce format qui a été créé par des Coréens, qui est dominé par les Coréens, et maintenant de plus en plus de Japonais, voire des Indonésiens, nous n'y serons pas. Donc voilà, moi ça fait plus de 15 ans maintenant que j'élève la voix en disant si on n'y est pas, on n'y sera jamais, et si on n'y est pas, ben là, on pourra se poser la question non pas de savoir si le livre existera encore, mais est-ce que la bande dessinée franco-belge aura encore un peu d'écho dans le monde. Voilà, c'est une nouvelle économie. C'est comme, on pourrait parler de Netflix. L'industrie de la série a su s'intégrer dans un système à la base américain pour créer des séries françaises. On doit faire la même chose, mais on n'y est pas. Pour vous, c'est important que la BD franco-belge se mette au format webtoon pour rester pertinente dans le monde. Alors, là encore, je le dirais différemment. C'est-à-dire que qui dit franco-belge, on s'appuie sur une histoire centenaire de deux pays qui ont inventé quelque chose. Là, je me fiche totalement si c'est franco-belge ou franco-suisse. Ce qui m'importe, c'est que nos auteurs qui aujourd'hui font de la création, vont dans des écoles se former à faire de la création, puissent accéder à ce nouveau marché qui est en progression, qui génère une économie absolument formidable, dont on n'a pas totalement conscience, mais si on regarde les chiffres dans le détail en Corée du Sud, les revenus générés par ces séries pour les auteurs sont largement supérieurs à ce qu'ils peuvent gagner aujourd'hui par la vente de la bande dessinée en librairie. D'accord. Et quel est où est-ce que le bas blesse au niveau de la formation? C'est la façon de sérialiser les webtoons. C'est un dessin différent? Tout est différent. Okay. Tout est différent. C'est-à-dire que, comme je le disais au début, c'est un fonctionnement en studio. Donc déjà, l'énergie à mettre dans un récit n'est pas la même. On forme nos auteurs à faire des albums de 48 pages, extrêmement bien dessinés, tout à fait charmants à lire. Mais ça n'a rien à voir. Donc la technique de studio, elle est plus proche, et je rejoins de nouveau Émilie, la technique, elle est beaucoup plus proche du métier de l'animation que du métier de la bande dessinée tel qu'on l'enseigne aujourd'hui. Okay. Donc on a une question de ce côté-là, de formation, qui est importante. Et pourtant, on sait former les gens. D'accord. Je crois qu'il y avait une question tout à l'heure. Ouais. Madame. Oui, la publicité et la façon de produire, est-ce que c'est quelque chose qui existe ou qui est souhaité? Alors, je vais répondre pour Picoma et pour Cacao. Juste pour en revenir au niveau du marché et au niveau de la conception et au niveau de la création française, la position chez nous est qu'avant de proposer notamment aux auteurs français une scène, il faut créer cette scène. Et créer cette scène, ça a un lien notamment avec ce que disait Didier, notamment qui est de créer une économie derrière, qui peut supporter en fait la création locale. Du coup, concernant Picoma, typiquement, ce que l'on s'efforce à faire en ce moment, c'est de créer ce marché-là, créer un vivier, créer une économie avant de se lancer. Et quand je dis se lancer, d'ailleurs, sur Picoma, il y a des créations qui viennent du Japon, qui viennent de Chine, d'Indonésie, des États-Unis. Mais sur ces marchés-là, l'économie autour du webtoon s'est créée avant, notamment via les plateformes. Et des créateurs ont pu se lancer, ont pu y trouver un intérêt, notamment économique, donc ils peuvent y vivre sur ces marchés-là. Concernant la publicité, vu le modèle est différent dans la mesure où le modèle de Picoma est un modèle principalement payant avec un peu de gratuité. Le modèle donc publicitaire n'est pas intéressant pour nous dans la mesure où les gens payent déjà pour consommer et pour lire des contenus chez nous.
mais je pense que d'autres plateformes pourraient avoir d'autres positions. Alors, il n'y a pas de placement de produits dans les webtoons, ça c'est clair et net. Nous, on a un peu de publicité qui arrive effectivement en fin d'épisode. C'est des petits encarts publicitaires qui ne sont pas du tout intrusifs et qui ne viennent pas dans l'histoire. Ça ne représente pas forcément effectivement la majeure partie de nos revenus vraiment, mais effectivement ça nous permet quand même de générer du revenu et de le partager avec les créateurs. Et je veux revenir quand même sur les créateurs français, désolée, ou sur la création française parce que c'est important. Effectivement, nous, quand on va dans les écoles et qu'on commence à effectivement parler de webtoon et de leur dire qu'effectivement c'est un vrai débouché, parce qu'il ne faut pas aussi se mentir, le marché de la BD est florissant, c'est génial, mais en fait il y a peu d'élus. Il y a peu d'élus qui peuvent vraiment vivre aujourd'hui de la BD, voire encore plus du manga en France. Et nous, on arrive vraiment en leur disant que c'est une opportunité. Et on rémunère nos créateurs. On parlait effectivement de partage de revenus publicitaires ou effectivement de business développement en allant vendre des licences pour sous d'autres formes, mais on rémunère nos auteurs. On rémunère nos auteurs, de notre côté en tout cas, sur la base des épisodes. Donc voilà, on n'a pas d'avance, il n'y a pas d'avance comme dans l'édition classique. On paye nos auteurs en fait à la production des épisodes. Donc ça leur permet d'avoir un revenu et de vivre en tout cas de leur métier passion. Okay, pas que passion, mais métier aussi. Ok, avant de repasser brièvement la parole à la salle, je voudrais poser une question à Elsa sur le débouché du webtoon en livre. Quel est l'appétit, quelle est la taille potentielle du marché ? C'est le nouveau marché qui excite un peu le monde de l'édition. D'ailleurs, Livre Hebdo, hier, j'ai reçu la newsletter et ils annonçaient le prix Goncourt, celui qui était en liste, donc Le Mage du Kremlin, le livre de Brigitte Giroud, et Solo Leveling 8 dans le top 5 de l'édition française. Donc voilà, ils cohabitaient. Donc c'est très impressionnant. Et en même temps, c'est pas grand-chose le webtoon en France aujourd'hui. C'est 0,1% du chiffre d'affaires. En 2021, le marché de l'édition était à 486 millions d'euros. Et puis, c'était 560 000 exemplaires vendus pour les webtoons. Donc, il y a eu 3 webtoons en 2020, 31 en 2021 et 76 en 2022, donc 47 nouveautés. Vous voyez, donc c'est vraiment... C'est exponentiel. En 2023, on peut imaginer qu'il y ait une grande croissance. Mais par contre, la vente moyenne des webtoons est à 15 000 exemplaires, alors que la vente moyenne des livres, c'est une grande moyenne, est à 800 exemplaires. Donc effectivement, tout ça est à prendre avec des pincettes, mais les éditeurs ne veulent pas manquer la vague manga comme ils ont pu la manquer il y a 20 ans, etc. Donc ils voient bien qu'il y a un vrai potentiel, que c'est coloré, que c'est générationnel, etc. Donc il y a un grand appétit autour du webtoon. Il y aura évidemment de la casse, mais en 2023, il y aura une véritable offre qui sera constituée, qui n'est pas encore très organisée chez les éditeurs, et même chez les libraires, il n'y a pas encore de segment webtoon. GFK, qui est un étude de sondage et qui recense les ventes, n'a pas encore de segment webtoon, c'est sous le label manga en fait. Donc voilà, ils sont en train de se structurer, mais c'est vraiment très émergent. Et il y a beaucoup de promesses, d'enthousiasme. Il y aura de la casse évidemment en 2023 également. Ok, monsieur, je crois que vous aviez une question. Une question que madame tout à l'heure sur la publicité. Qu'en est-il des logiques d'abonnement ? Est-ce que ça a existé ? Est-ce que ça existe ? Ou c'est des sujets pour regarder ? Je pense que toutes les plateformes de webtoon ont évidemment réfléchi à ce modèle. Il se trouve que nous n'avons pas fait ce choix. J'ai pas toute la stratégie de webtoon qui existe depuis 2004 en Corée. Ah bon ? Mais on a évidemment éprouvé plein de modèles et on se rend compte que le modèle par abonnement... en tout cas, nous, on n'a pas fait ce choix-là, encore moins en Europe, encore moins en France, dans le sens où on paye déjà beaucoup d'abonnements. Je pense qu'il y a un frein psychologique au nombre d'abonnements qu'on est prêt à payer, évidemment, pour du contenu de divertissement. Par ailleurs, c'est vrai que nous, notre ADN, c'est vraiment d'essayer de parler le plus possible et d'être accessible au plus grand nombre, d'où cette logique de gratuité avant tout. Et effectivement, avec des épisodes à débloquer un peu bonus. Mais c'est pas notre logique à nous et effectivement, l'idée pour nous, c'est de parler au plus grand nombre et vraiment d'avoir le maximum de lecteurs. Donc aujourd'hui, on en a 2 millions en France, mais il y en a 85 millions dans le monde sur Webtoon. Donc c'est ça notre logique à nous, c'est vraiment de faire émerger des séries, des titres, des licences pour qu'elles aillent plus loin que
l'appli Webtoon en France. Okay. Voilà, c'est ça notre ambition. Une dernière question pour mademoiselle. Un peu plus tôt, vous avez expliqué que du coup, passer du format Webtoon au format libre, c'est tout un travail. Donc, qu'est-ce qui va motiver cette prise de décision sur le choix de quelle licence vous allez adapter ? Très prosaïquement, il y a quand même le nombre d'abonnés, le nombre de vues des chapitres, donc la notoriété du Webtoon sur la plateforme, et ensuite aussi la qualité graphique, la qualité de la narration, qui peuvent aussi faire en sorte que le Webtoon se distingue en format papier. Ok, très bien, je vous remercie beaucoup. Passionnant. Des nouveaux formats, nouveaux modèles, très bien. Merci beaucoup et puis à bientôt. Continuez à suivre les conférences de Média en scène.